Chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, nous tenons à vous souhaiter un bon après-midi pour ceux qui sont en Amérique du Nord et éventuellement une bonne soirée à ceux qui sont en Afrique et en Europe. Aujourd'hui, nous allons rapidement décrypter ce que nous appelons le contrôle de l'information. Vous savez, les grands médias, que ce soit en Occident, même dans un certain pays africain où les dictateurs essaient de jouer, essaient de montrer leurs épaules, essaient coûte que coûte de contrôler l'information. Bon, cela se fait par la plupart des temps par des procédures de censure qui fait que l'information, généralement dans des pays où la dictature est ancrée, toute information qui passe doit forcément vénérer ceux qui sont au pouvoir. Et on essaie de ramener l'information à la direction de ceux qui vont acclamer le pouvoir. Donc que ce soit le bien ou le mal, il faut toujours acclamer. Bon, en Occident, on parle beaucoup plus de censure. On peut regarder le cas, par exemple, des informations critiques et très importantes pour nous. Ce qui se passe, par exemple, en Afrique, le pillage de nos minerais ne peut pas être dévoilé dans des médias en Occident. Ou on le parle en une fraction de seconde, ou on ne parle pas. Ou on parle ce qui est juste du léger, donc sur la surface, mais on ne parle pas de la profondeur. Par exemple, on ne parle pas trop souvent le complot international qui est en cours entre les grandes nations, les grandes multinationales qui supportent les dictatures en leur donnant les moyens, donc l'argent et les armes. Ça, on n'en parle pas. Et aussi, on essaie généralement de montrer l'Afrique comme le milieu le plus, on peut dire, le plus reculé. Tout ce qu'on montre de l'Afrique, c'est toujours des gens qui ont faim, des gens qui sont à la recherche de la nourriture, des gens affamés, des gens souffrants, mais on ne montre pas ce qui est au sous-sol de l'Afrique. On ne montre pas ça. Le contrôle de l'information, aussi nous avions vu dans plusieurs pays, les diasporas des pays où la dictature est ancrée, monter au créneau et mettre mal à l'aise cette dictature-là. Et ces présidents reptiliens poubelles, ces présidents reptiliens poubelles. Bon, maintenant, en revanche, qu'est-ce que les dictatures font? Ils essaient maintenant de contrôler l'information. Nous savons que l'information aujourd'hui, si vous voulez retrouver l'information, rapidement, il faut aller sur les médias sociaux. C'est vrai que les médias sociaux, vous verrez un peu du fourre-tout. Vous verrez de la diffamation, vous verrez de l'information vraie, mais en tout cas, si vous voulez avoir l'information en temps réel, c'est sur les médias sociaux que vous allez le trouver. Bon, ces dictateurs-là ont compris le jeu. Ils ont compris le jeu. Leurs diasporas sont devenus contre eux, des manifestations de gauche à droite, on trouve des voies et moyens pour les clouer, pour les pincer, pour les insulter même, vous voyez. Et éventuellement, il y a une partie des diasporas qui sont en train de chercher des voies et moyens pour aller déboulonner les antennes du mal qu'on a placé dans les États respectifs, dans les États où la dictature règne. Et plusieurs chemins sont tracés, vous voyez, pour aller déboulonner ces reptiliens. Il y a de ceux qui pensent à des stratégies de déstabilisation locale, c'est-à-dire exciter la jeunesse au niveau de ces États. Il y a de ceux qui pensent emmener le bras armé, vous voyez, pour décapiter les dictateurs, éventuellement couper le cordon ombilical entre les grandes puissances et les multinationales qui pillent les matières premières de ces États, éventuellement ces grandes puissances qui donnent le minimum à ces reptiliens et leurs parents. Et donc, plusieurs stratégies sont en cours.
qu'il s'agit du Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo, le Tchad, le Gabon, le Cameroun, la République centrafricaine, et j'en passe. Vous voyez, chers amis. Et les dictateurs ont maintenant mis en place des stratégies, c'est-à-dire contrôler l'information sur les médias sociaux. Et vous verrez que ces dictateurs passent par plusieurs chemins, en finançant pas mal des compatriotes qui deviennent des petits propriétaires des petites chaînes de télévision où ils font passer le direct. Mais c'est subventionné à 1000% par les régimes criminels et dictatoriaux que nous avons en Afrique. Mais contrôler l'information, c'est quoi? Nous sommes tellement aveuglés, on va vous tendre les micros, toutefois que vous aurez l'opportunité en vous le tend. Mais en réalité, vous ne savez pas que c'est le contrôle de l'information qu'il y a derrière. Les gens là qui vous posent des questions, ils travaillent pour un système spécifiquement. Mais ils essaient d'être du côté de la partialité. C'est-à-dire, ils sont un peu là au milieu. Mais en réalité, leur objectif, c'est de rentrer au fin fond de votre mémoire, d'aller puiser cette information, éventuellement dénicher toutes les sources que vous avez et qui permettraient par exemple de vous aider à aller déstabiliser le régime criminel et dictatorial de Brazzaville. Et c'est cela, chers amis, le contrôle de l'information. Et plusieurs amis nous ont posé la question de savoir, vous vous souvenez, ça fait déjà plusieurs années, nous avons déjà eu à dénoncer pas mal de nos compatriotes au niveau de l'Europe qui étaient au courant toutefois que les dignitaires du régime criminel et dictatorial du Congo-Brazzaville venaient donc sur la place de Paris. Et ceux-là étaient toujours les premiers à aller les rencontrer, à passer des interviews avec eux. Bien sûr, les rencontres, c'était pas gratuit. Ils étaient bien payés. Donc ces gens-là, en fait, ce sont des agents secrets. À l'époque, on les appelait les services d'État. Donc ils travaillent pour le compte des dignitaires de pouvoir. Mais ils se cachent derrière leur métier de journaliste. Ils se cachent derrière leur métier de propriétaire d'une chaîne de télévision ou d'une chaîne de radio. Et voilà. Donc nous voyons que dans notre communauté congolaise, d'une manière générale, vous verrez que il y en a plusieurs comme ça, hein, qui détiennent soit des chaînes YouTube subventionnées par le pouvoir. Ces chaînes-là sont en train de faire la propagande. Mais la plupart du temps, comme nous, le Congolais, nous sommes tellement aveuglés, nous ne voyons pas que ces gens-là travaillent pour le régime criminel et dictatorial du Congo. En vous tendant le micro ou en vous accompagnant dans toutes les rencontres que vous avez, tout ce que vous vous êtes dit derrière les murs. Mais ces gens-là représentent des véritables relais d'information. C'est là où nous disons que nous sommes dans le système de tout le monde voit tout le monde. Nous sommes dans le système du baie vitré. Même ceux qui pensent aller vouloir aller déstabiliser, en réalité, on les voit aussi à travers les baies vitrées. Par ceux-là qui détiennent les médias, au niveau d'Europe, comme au Canada, comme aux États-Unis. Mais comme on a toujours dit que parmi ces Congolais qui veulent maintenir le secret de l'information, il y en a quelques-uns encore qui sont là. Et qu'ils ont le système à essayer d'infiltrer en utilisant plusieurs canaux au Canada, aux États-Unis, en Europe, pour essayer de comprendre qu'est-ce que ces gens-là font. Mais en réalité, ces quelques Congolais-là ont compris, ont donc mis des rideaux derrière les baies vitrées. Et donc, vous ne pouvez plus les voir dans le système de tout le monde voit tout le monde. Vous voyez, chers amis. Et ce sont ceux-là qui apporteront la différence dans la libération du Congo-Brazzaville. Voilà. Voilà un peu, chers amis, ce que nous tenions à vous dire. Et on va se séparer avec un petit coup de musique. Aujourd'hui, on ne parle pas de la politique, mais une façon encore d'éveiller la conscience des Congolais, de toujours ouvrir grandement les yeux, hein, parce que le Congolais acclame très vite. Dès qu'on tombe le micro, on court vite
parce qu'on en veut, on a peut-être envie de voir du stand pour parler. Mais en réalité, ces micros représentent des espions et ces micros travaillent pour le régime criminel et dictatorial de Brazzaville. Nous n'avons pas envie de citer les noms pour éviter de se faire fustiger, honter les noms. Mais vous savez, à un certain moment, nous continuerons à dire le nom parce que nous appelons la vérité et nous dirons toujours la vérité dans ce combat de la libération du Congo. Voilà, donc chers amis, allez, on vous souhaite une bonne soirée, que Dieu vous bénisse et la lutte continue. Voilà. With Duca, you also get the same financial services and a whole lot more. That Baninga, moninga, yo yo.
Je suis encore de retour là. Ah. Compter sur un baril de pétrole à 50 $ le baril pour relancer la croissance est un véritable danger. Et personne ne peut se comporter de cette façon, puisque nous savons que le prix du baril est très changeant. Mais nous avons en face de nous des véritables paresseux, des gens qui ne comptent que sur le pétrole pour pouvoir faire avancer le Congo. Or, nous savons que le prix du pétrole aujourd'hui n'arrivera plus au sommet, comme déjà ça a été dans les années 2008 et puis jusqu'en 2014 quasiment. Vous voyez, chers amis. Donc si vous essayez de regarder toute la documentation que Sassou a déposée comme dossier du Congo pour une éventuelle demande de prêt auprès du Fonds monétaire international est basée, établé, il faut le dire, établé sur un baril de pétrole à 60 $. Mais il faut être fou pour pouvoir penser de cette façon. Vous voyez? Donc ces gens-là ne retiennent pas les leçons. Ils ne retiennent pas les leçons. Aujourd'hui, le même Sassou dit que si le Congo est rentré en crise, partant de l'apocalypse économique à l'armageddon économique, parce que le baril de pétrole a chuté, mais le même Sassou continue de tabler ses possibilités de payer ses dettes en comptant sur un baril de pétrole à 60 $. Vous voyez, chers amis, c'est vraiment de la folie. C'est de la folie. Nous voulons ici simplement vous dire, par rapport à cette parenthèse, que ce monsieur ne représentera jamais la solution économique pour le problème du Congo. Premièrement, pour être un bon leader, il faut avoir des connaissances d'ingénierie, des connaissances en banque et finance, des connaissances en économie ou en macroéconomie. Mais nous avons en face de nous un Sassou Nguesso qui n'a jamais même eu le BMG, vous voyez. Et du point de vue armé, il n'a pas été formé d'une manière intellectuelle, vous voyez, chers amis. On a toujours dit, si vous avez la tête qui est pourrie, le bas ne pourra jamais se racheter parce que la tête est pourrie, vous voyez, chers amis. Donc, nous avons une vision pour pouvoir, si vous voulez, changer les mentalités des Congolais, changer le système économique, booster l'économie. Il nous faut à la tête de ce pays un visionnaire, c'est-à-dire un homme qui va donc chercher à savoir avec qui il va travailler. Donc, un bon entourage, d'une manière générale. Mais ce que nous avions vu avec ce régime criminel et dictatorial, on vous emmène, entre guillemets, des ministres des Finances qui ne connaissent même pas faire un petit calcul sur les intérêts, un petit calcul sur l'investissement, un petit calcul sur ce qu'on appelle un payback, c'est-à-dire, comment je peux le dire en français, le retour sur l'investissement, voilà, parce que il y a des moments comme ça où on est tellement ancré avec l'anglais qui nous prend la moelle épinière, et si bien que les expressions en français s'échappent, vous voyez. Le retour sur l'investissement, vous voyez, tout le système, même là nous doutons fort, parce que si vous voyez, même le ministère des Finances au Congo, il n'y a pas un cadre au niveau de ce ministère qui est capable de pouvoir évaluer un projet et puis essayer de projeter le retour sur l'investissement au Congo. Vous voyez que Sassou a tellement brisé le système économique au Congo, le système éducatif, le système universitaire. Ils sont donc obligés d'aller chercher, entre guillemets, des experts. Et la plupart des temps, ces experts-là sont des Occidentaux. Et éventuellement, leurs experts les plus proches, ce sont les Français. La preuve en est, ils venaient de nommer un certain Giffer et la Banque Lazare pour être leur conseiller économique. Bien sûr,
en complément avec les gens comme les Dominique Strauss-Kahn, bien sûr, vous voyez. Donc c'est une façon de vous dire qu'ils ont fait exprès pour briser le système éducatif, parce que les Congolais qui sont très forts en mathématiques, très forts dans les calculs économiques, n'auront plus la possibilité de pouvoir servir leur nation, parce qu'on veut simplement brouiller les cartes du vol et du pillage qui se passe au niveau du Congo. On est obligé d'aller prendre des étrangers. Mais vous pensez que quand vous avez affaire à des étrangers, qu'est-ce que ces étrangers feront? Ils feront rien, parce qu'ils viendront pour faire de l'argent. Oui, chers amis. Ils n'auront pas la passion, ils n'auront pas l'amour de ce que l'autochtone pouvait faire. Oui, chers amis. Alors, dans la nouvelle vision politique de notre équipe, nous pensons qu'il faut commencer par valoriser les Congolais, éventuellement promouvoir la véritable éducation. Comment promouvoir la véritable éducation? C'est vraiment refaire le système éducatif au Congo. C'est-à-dire, le système éducatif au Congo ne doit plus être basé sur l'ancien modèle. L'ancien modèle, c'est-à-dire les vieux livres, le système francophone. Il faut le dire, chers amis. Il faut rehausser le niveau éducatif du Congo par le système anglophone, parce que le système anglophone est plus avancé, parce que vous verrez des enfants au CP1 qui font déjà des mathématiques, de l'arithmétique avancée. Oui, chers amis. Et éventuellement aménager les conditions, parce qu'aujourd'hui le Congo est un pays producteur du bois, mais nous sommes incapables de pouvoir fournir les bons. Mais il faut le dire, c'est un manque de volonté. C'est-à-dire que ceux-là ont simplement décidé d'enterrer le système éducatif. Et ceci aussi est vrai avec le système de santé. Ils se sont simplement décidés de détruire le système de santé. Parce que si vous voyez qu'un seul Congolais peut se retrouver avec 700 millions, ça c'est de l'argent qu'on a retrouvé, on peut considérer que c'est son argent du petit déjeuner. Et si on pouvait palper les poches, on pouvait peut-être retrouver 300 millions, qui ferait donc 1 milliard de francs CFA. 1 milliard de francs CFA comprenez, ce compatriote, c'est réhabiliter l'hôpital à Cissé, l'hôpital de Luandjili, l'hôpital de Makelekele, l'hôpital de Dolizi, l'hôpital de Wando, l'hôpital de Makwa. Oui, chers amis. Et on pouvait réaménager plusieurs hôpitaux avec cet argent. Et même construire des écoles modernes, comme un peu le petit lycée qu'il est allé inaugurer en grande pompe. Soi-disant chef d'État qui va inaugurer un petit lycée. Le culte de la personnalité. Même un petit mur, c'est lui qui doit aller. Pourquoi on parle toujours de lui? Il n'y a que lui qui est là. Le Congo, c'est lui. Mais le Congo, il n'y a pas que Sassou. Le Congo, c'est toi, mon frère. Le Congo, c'est aussi moi. Le Congo, c'est aussi toi, ma soeur. Vous voyez, chers amis. Mais cet homme veut vouloir nous montrer qu'il est le Dieu du Congo. C'est-à-dire, partout, il y a ces effigies qui sont là. Le culte de la personnalité, c'est ça qui tue. La tolérance, c'est ça qui tue. C'est ça qui brise le Congo. C'est ça qui a détruit le Congo. Mes chers amis, nous sommes pour le principe de tolérance zéro. Ceux qui commettent des crimes de viol, ceux qui commettent des crimes de vol, que ce soit le vol économique, le vol à bras armés, ainsi de suite, tolérance zéro. Ceux qui utilisent le milieu du travail comme un milieu de la sexualité, et ceux qui utilisent leur position, du fait qu'ils sont managers, ils sont directeurs, ils abusent de leur pouvoir. Vous voyez, chers amis, en tout cas sur ça, nous parlons de la tolérance zéro. Ceux qui profitent de la République, ceux qui volent sans cesse, sans pourtant être inquiétés, et ceux qui sont de l'autorité judiciaire ou de l'autorité policière, qui abusent de leur pouvoir, nous viendrons avec le principe, c'est ce qu'on appelle la tolérance zéro. C'est-à-dire, personne n'est au-dessus de la loi, que vous soyez président de la République, que vous soyez le plus haut gradé de ce pays, que vous soyez un grand directeur, personne n'est au-dessus de la loi. Et pour ce faire, il faut donc mettre en place un véritable système de justice, vous voyez. Changer même les peines d'emprisonnement pour des crimes comme le viol, vous les ramenez à 30 ans,
30 ans d'emprisonnement, avec un minimum, hein, c'est-à-dire, vous allez d'abord en prison, vous faites 25 ans, et puis vous pouvez par exemple faire recours pour potentiellement de retrouver une liberté. Mais il faut d'abord passer à moins 15 ans d'emprisonnement ferme avant de pouvoir faire ces recours-là. Oui, chers amis. Donc, en tout cas, chers compatriotes, nous sommes des véritables machines à penser pour pouvoir ramener beaucoup de changements dans ce pays. Parce que, chers amis, le Congo n'a pas besoin d'avoir plusieurs revenus hein, pour reconstruire le Congo. C'est un problème de volonté, c'est un problème d'individu, c'est un problème de gestion. Or, pour le moment, nous faisons face aux gens qui n'ont aucune vision, qui n'ont aucune volonté, sinon, ils ont une seule volonté, c'est voler et tuer les uns et les autres. Vous voyez, ils n'ont pas la volonté de pouvoir prendre tous les Congolais ensemble pour promouvoir l'intérêt de la nation en premier, mais on essaie de prôner l'intérêt d'ethnie, régionaliste, l'intérêt de famille. Vous voyez, chers amis. Mais en tout cas, dans tout ça, nous disons encore, nous sommes pour la tolérance zéro. Hein, la tolérance zéro. Voilà. Voilà un peu, chers amis, c'est sur ça que nous allons vous souhaiter une bonne soirée. Que Dieu vous garde, Dieu nous bénisse tous. Et nous continuons à croire que nous aurons la tête du reptilien. Hein, nous aurons la tête du reptilien. Et on a toujours dit quand nous aurons la tête du reptilien, le noyau va se crouler seul. Et en ce moment-là, les Congolais vont jouir, vont sauter de joie, parce que ça sera le commencement de la véritable construction du Congo-Brazzaville. Voilà, allez, merci, allez, bonne soirée. Au revoir, votre frère Bernard Pongui, de Toronto, Canada.